Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Yamaha VMAX 1700 de 2009. Allez, c'est parti! Donc les amis, aujourd'hui j'ai encore la chance de pouvoir tester une machine exceptionnelle grâce à l'un de mes abonnés qui s'est déplacé jusqu'ici afin de me la mettre à disposition. Merci encore à lui. Donc vous l'aurez compris, il s'agit de la VMAX 1700, descendante de la mythique VMAX 1200, machine qui a marqué son époque, que j'ai pu tester d'ailleurs il y a quelques années. Je vous renvoie à cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. En 2009, cette VMAX 1700 prenait le relais avec donc encore plus de cylindrée, encore plus de poids, encore plus de couple et surtout beaucoup plus de puissance, vu que cette machine est donnée pour 200 chevaux. Donc je rappelle que Yamaha, avec cette gamme de VMAX, a créé à l'époque un Power Cruiser, c'est-à-dire une machine avec une position un peu relax, à la cool, mais extrêmement performante, un genre de dragster homologué. Au niveau esthétique, cette version 1700 reprend les codes qui ont été établis sur la 1200 à la fin des années 80, sauf que là tout est magnifié, tout est extrême. On a vraiment une machine qui est énorme et elle est d'une finition assez hallucinante, il faut l'avouer. Par contre, c'est un véritable pachyderme, elle est très très lourde. Cette machine est donnée pour 315 kg et franchement, on les sent tout de suite. Donc ce qui justifie un poids pareil, c'est bien sûr le moteur. Je rappelle que les VMAX sont motorisés par des V4. Celui-ci est hyper performant, moderne, avec tout ce qui se faisait de mieux à l'époque. On a même un système de gestion de la hauteur des pipes d'admission en fonction de votre régime moteur. Et ce moteur, donc 1700 cm3 pour 200 chevaux. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une moto qui est quasiment d'origine et c'est plutôt rare sur cette moto parce que bien qu'elle était chère et qu'elle ne se soit pas vendue à énormément d'exemplaires, eh bien c'est une machine qui est quand même assez plébiscitée par les préparateurs. Les seules modifications actuellement sur la machine, vous avez des petites protections sur les carters moteurs sur le côté, vous avez le support de plaque qui a été remplacé par un modèle plus court et les clignotants par un modèle plus discret, car ceux d'origine sont assez disgracieux, dirons-nous. Actuellement, on a encore les échappements d'origine, et ça aussi, c'est assez rare. Et c'est dommage d'ailleurs que ces échappements ne soient pas plus souvent conservés, parce qu'ils ne sont pas moches du tout. Je trouve qu'ils s'intègrent bien dans le design. On a les échappements, vous le voyez, de chaque côté. Lorsque l'on prend les commandes de cette machine, franchement, au début, ça fait un peu peur. La machine est énorme, franchement quand on se met à côté, moi j'ai l'impression d'être minuscule face à un monstre. L'autre problème, c'est que pour quelqu'un de pas très grand comme moi, monter dessus n'est pas forcément une difficulté car la hauteur de selle n'est pas gigantesque, mais cette selle est extrêmement large et elle écarte énormément les cuisses et les genoux, ce qui fait que du haut de mon m70 pour mettre les deux pieds par terre, c'est vraiment compliqué. Et vu le poids de la moto, eh bien, il faut vraiment que je me méfie quand je commence à mettre les pieds par terre. Il ne faudrait pas que je perde l'adhérence, sinon la machine va m'emporter. On a un guidon qui n'est pas si large que ça. Sur une moto aussi lourde, on s'attendrait à avoir un guidon un petit peu plus long, de 2-3 cm. Là, on a un bras de levier qui n'est pas forcément au top. Comme je vous disais, vous voyez que je touche des deux côtés, mais ça m'écarte tellement les jambes que j'ai du mal à maintenir mes pieds au sol. Allez, première accélération. C'est n'importe quoi ce truc, hein. Là j'utilise à peine un tiers des performances et c'est déjà monstrueux. Faut vraiment faire gaffe. Lorsque vous êtes en ville comme je le fais actuellement, vous ne dépasserez pas les 3000 tours sans prendre le risque de paumer votre permis. La position sur cette machine fait que je suis un petit peu basculé vers l'avant au niveau du buste. Les jambes sont assez repliées parce que les repose-pieds sont pile au niveau central, comme sur un roadster. Et j'ai les genoux assez pliés. Je pense d'ailleurs que quelqu'un de plus grand que moi
pourrait avoir une position assez désagréable au niveau des jambes, parce que moi j'ai les genoux qui s'intègrent bien dans les flancs du réservoir, mais si vous êtes plus grand, vos genoux vont remonter plus haut et vous allez taper directement sur les écopes latérales. Vu que je suis un tout petit peu penché vers l'avant et que j'ai les bras assez hauts, je suis parfois un peu bloqué lorsque je veux prendre les infos autour de moi. J'ai mon casque qui va taper un peu dans mes épaules. Le seul moyen d'avoir efficacement les infos des angles morts, c'est de me pencher encore plus vers l'avant et de passer par-dessus mon épaule. Les deux rétros sont parfaitement bien placés, ils sont chromés, ils sont magnifiques. Une fois de plus, on voit que c'est une pièce de qualité. Ça reprend beaucoup à l'esthétique de ce qu'il y avait avant sur la 1200 VMAX. Et il y a très peu de vibrations, j'arrive parfaitement à voir ce qui est indiqué dans les miroirs. Allez, j'accélère un bon coup. Eh ben les amis, ça pousse, hein. Ça pousse violent. Ça relance à bien sûr tous les régimes. La sonorité n'est pas extrêmement forte, mais elle est plutôt sympa. Bon, sur cette machine, une fois de plus, rien n'a été construit pour que ce soit vraiment pratique, hein. Donc vous n'avez aucune protection. Là, en roulant à 75, j'ai l'impression que l'air est quand même un tout petit peu dévié par la forme du phare. Mais faut pas s'attendre à être bien protégé. À mon avis, au-delà des 90-100, ça va devenir pénible. On verra ça tout à l'heure. Alors, je vais prendre ce virage à basse vitesse. Là, je suis en deuxième à 20 km/h. Et la machine est lourde. Vraiment. On sent son poids. Heureusement, vous voyez que le moteur est assez souple à bas régime. Là, je suis à peine à 1200 tours. Je la laisse avancer sur le ralenti et ça passe. Mais elle est vraiment très lourde. Et en plus, comme je vous disais, le guidon vous oblige de mettre beaucoup de force pour réussir à la diriger. Il ne faut pas se laisser embarquer par la moto. Bon les amis, j'arrive sur un exercice qui me fait un peu peur avec cette machine. Le test de l'accélération. Vous vous attendez tous à ce que je réalise un truc de dingue, vu que cette machine est donnée pour être un véritable dragster. Et d'ailleurs, pour le prouver, je vous renvoie à une vidéo qu'avait fait Laurent Cochet, où il s'était inscrit à une compétition de dragster moto, et il avait quasiment éclaté tout le monde avec une machine d'origine. Donc, on est sur une moto avec une cylindrée énorme, 1700 cm3, 200 chevaux, et la moto pèse 315 kg. Il y a pas d'aide électronique sur cette machine. À l'époque, ça ne se faisait pas encore. Globalement, il n'y a pas d'aide du tout. Donc, il va falloir que je reste un minimum serein. J'espère faire quelque chose de quand même assez intéressant, mais ne m'en veuillez pas si je n'accélère pas forcément à fond. Allez, let's go. On teste l'accélération en espérant survivre. Bon, vous avez vu, le moteur a quand même pas mal d'allonge. Il a pris là plus de 9000 tours. Et il me semble que c'est à 9000 tours qu'il a justement sa puissance max. On dépasse les 100 km/h en première. Là clairement j'ai pas osé accélérer à fond. J'essaierai de faire mieux dans l'autre sens. Alors je m'arrête ici. On va tenter de faire un demi-tour. Donc je rappelle que je touche assez mal le sol. Je braque à fond. J'essaie de maintenir un filet de gaz et un pied au sol. Et vous voyez que ça sort complètement de la trajectoire. Là on a un angle de braquage de sportive. Avec en plus le poids de la machine qui vous embarque. Ça fait un peu flipper. Bon les amis, j'essaie de faire un peu mieux que tout à l'heure au niveau de l'accélération. Et ensuite je me concentre sur le freinage. Allez, let's go. Allez, je freine de l'arrière, ça freine déjà plutôt bien. Et l'avant, alors l'avant freine bien, mais alors par contre le ressenti au freinage, au début la première partie c'est quand même assez mou, hein. Mais on sent qu'il y a de la puissance de freinage. À l'avant on a deux disques assez énormes, serrés par deux étriers 6 pistons si je me souviens bien.
Donc il y a de la puissance de freinage, mais le ressenti, c'est pas comme sur une machine moderne où dès les premiers millimètres ça freine très fort. Là, faut pas hésiter à tirer sur le levier pour avoir un peu de mordant. Bon, au niveau de l'accélération, je ne suis absolument pas sûr d'avoir fait quelque chose de réellement représentatif des caractéristiques moteurs de cette machine, parce qu'elle m'intimide trop. Elle est trop lourde, elle est trop large, j'ai vraiment trop de mal à toucher le sol. J'ai peur que ça se parte en couille, dirons-nous. Donc je vous laisse regarder les vidéos de dragster de cette machine si vous voulez vous convaincre des réelles capacités de celle-ci. Allez, je prends ce rond-point. C'est assez dur à pencher, hein. Franchement, le poids est très présent. Et maintenant, je réaccélère. Oh là là! C'est performant de dingue, mais alors c'est pas facile à conduire, hein. La dernière machine que j'ai testée qui avait des performances similaires, c'était la ZX12R, qui est une moto bien plus ancienne et aussi avec un format beaucoup plus sport. Et franchement, la ZX12R était tellement facile par rapport à celle-là. Là, c'est un truc de dingue. On a l'impression de conduire un moteur sur lequel ils se sont sentis obligés de greffer des trucs pour que ce soit un minimum contrôlable. Mais c'est ce moteur qui est une pièce d'orfèvrerie. La moto en elle-même, je suis pas sûr qu'elle ait des prétentions à être réellement dynamique. C'est un dragster en fait, hein. Les commodos sur cette moto sont relativement simples. On peut signaler qu'il y a des feux de détresse sur le côté gauche, mais sinon c'est les mêmes commodos que sur toutes les machines japonaises depuis au moins une trentaine d'années. Le compteur, lui, est relativement simple, et d'ailleurs c'est un compteur qui est en deux parties. Vous voyez d'ailleurs facilement sur cette machine le compte tour avec un petit écran à cristaux liquides qui vous donne votre vitesse. Ça, c'est plutôt pas mal. Et on a un voyant au-dessus qui sert de shift light. Ça vous indique quand changer de vitesse. Et vous avez les autres infos qui, elles, sont sur un écran qui est sur le réservoir. Donc c'est assez lisible parce que c'est un truc avec un contraste un petit peu jaune, ambré, quoi. On a le kilométrage, vous avez une horloge, le témoin de rapport engagé, vous avez la contenance de votre réservoir et la température du liquide de refroidissement. Mais le problème, c'est que toutes ces infos-là, bah, vous ne les verrez jamais. Parce que c'est tellement bas que ça vous oblige à baisser la tête. C'est même pas juste je baisse le regard, c'est je baisse complètement la tête pour avoir les infos. Et donc c'est limite dangereux. Je ne me vois pas regarder fréquemment ces infos-là lorsque je suis en train de rouler. C'est beaucoup trop long pour prendre les infos. Comme je le disais tout à l'heure, hein, le moteur a l'air d'être quand même vachement souple, hein, parce que quand je me balade en ville, je suis rarement au-dessus des 2000 tours. On a un couple qui est présent en permanence. Là, je vais essayer de changer les rapports rapidement. Donc deuxième, troisième, quatrième. Vous voyez, je suis en quatrième à 30. Cinquième à 30, il passe aussi, hein. On dira que le seuil de souplesse de ce V4 est à environ 1500 tours. Et pour un moteur en V, c'est vraiment exceptionnel, hein. La plupart du temps, c'est quand même beaucoup moins souple qu'un 4 cylindres en ligne. On peut assez facilement cruiser avec un rapport relativement élevé d'engagé. Ouais, c'est vraiment une moto qui demande à être apprivoisée, hein. Il faut prendre le temps de la comprendre parce que la maniabilité, il faut insister sur le guidon, il faut mettre un peu de pression sur les repose-pieds. C'est loin d'être aussi facile que ce qu'on a l'habitude d'avoir actuellement, hein. Actuellement, je suis en troisième à 50 km/h et c'est en côte, et j'accélère. Donc vous voyez que ça reprend de la vitesse très rapidement, sans forcément monter dans les tours. Je dirais que la zone réellement de puissance, ça commence à partir de 6000 tours jusqu'à plus de 10 000. Alors là, je viens de prendre un Dodan, je suis assez surpris parce que la suspension a l'air d'être vraiment impeccable. Je vais reprendre celui-ci à environ 35. Ouais, j'adore ces suspensions. À l'avant, on a une très grosse fourche. C'est pas une fourche inversée, mais elle est tellement énorme au niveau du diamètre qu'au début, ça fait illusion. Et elle est réglable, cette fourche. On voit que c'est assez ferme.
Et à l'arrière, l'amortisseur, je ne saurais même pas vous dire exactement où il est quasiment invisible. Par contre, on peut voir qu'il y a des réglages qui sont facilement accessibles. Vous avez sur la gauche une molette de réglage et sur la droite d'autres réglages. Et franchement, la suspension est très bien réglée. On n'a pas un côté un peu mou à cause du poids. Ça reste relativement ferme, bien équilibré. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et même quand je freine assez fort, il y a très peu de transfert de masse vers l'avant. C'est plutôt bien là-dessus. Bon allez, on va utiliser ces quelques virages pour tester un peu le côté dynamique de cette moto. Donc forcément, avec une cylindrée pareille, il n'y a pas besoin de monter dans les tours pour se retrouver aux limites de vitesse, voire même au-delà. Je le redis, il ne faut pas hésiter à insister sur les commandes pour diriger la moto. Et le freinage, il faut tirer dessus. La machine est longue et donc elle est très stable. Pareil, l'angle de fourche est assez ouvert, ce qui fait que la machine est très stable, elle est rassurante sur ce côté-là. Le seul truc qui fait flipper, c'est le poids. On sent bien que si on perd le contrôle, on n'arrivera jamais à la récupérer. Là, c'est réellement un power cruiser. Quand vous roulez, ça se roule à la cool. Et que dès que vous avez une ligne droite, bon. Ouais, j'ai même pas le temps de lire la vitesse tellement ça accélère fort. Sur cette machine, la selle, vous la voyez, elle est très creusée, ça fait un dossier derrière mes fesses. Et heureusement qu'il est là. Parce que avec la position, ça aurait tendance à chaque fois à me reculer sur la selle. Et d'ailleurs, si vous avez un passager, je conseille clairement de mettre un 6 bar, parce que sinon vous allez perdre le passager à la première accélération. La boîte de vitesse fonctionne parfaitement bien. Bien sûr, il n'y a pas de shifter, c'est un peu à l'ancienne. Faut pas oublier que cette machine a 12 ans. Plus je roule avec cette moto et plus je prends la confiance. La prise d'info n'est pas si compliquée que ça finalement. Et une fois qu'on a compris qu'il fallait vraiment s'impliquer pour la diriger, ça devient plus facile. Après, il ne faut pas oublier que ça reste une moto très lourde, avec des pneus quand même assez larges. À l'avant, c'est un 120, mais en 18 pouces. Et à l'arrière, on a du 200, pareil en 18 pouces. Malheureusement, ces tailles sont assez inhabituelles, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de choix quand vous voulez remplacer les pneus. Oh là 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 là. Clairement, dès que je commence à monter dans les tours et à vouloir rouler un peu de manière dynamique, ça me fait flipper. Alors là, j'arrive dans une grande courbe. Et c'est pas super facile, Il faut, là, même dans un virage assez simple, que je m'implique sur le guidon, que je mette de la force. Allez, on fait un tour sur l'autoroute. Bon, vous en doutez bien, j'ai à peine besoin d'accélérer, je suis déjà inséré. On va dépasser. Il n'y a aucune protection, donc forcément vous prenez énormément de vent en pleine quiche. On va faire un test de relance. Là je suis à 115 en 5e, j'accélère à fond. Et j'ai même pas le temps de lire la vitesse, tellement c'est n'importe quoi cette accélération d'enculé de dingue. Ça accélère super fort. Et sur une machine de ce poids, c'est assez flippant en fait. On s'attend pas du tout à ça. Et une fois de plus, ce qui est très surprenant, c'est la stabilité de l'engin. Même en roulant à très haute vitesse, on est rivé au sol. On se sent en confiance dans ces situations-là. Alors au niveau de l'éclairage sur cette moto, comme je vous l'ai dit, les clignotants ont été remplacés par des modèles à LED, d'ailleurs à défilement, qui s'intègrent assez bien dans le design de la moto. Enfin, beaucoup mieux que ceux d'origine qui étaient à ampoule relativement gros et très moches, il faut l'avouer.
À l'avant, on a un éclairage classique, mais aujourd'hui le propriétaire a remplacé l'ampoule par une LED. Et à l'arrière, on a un feu qui est assez moderne, qui est d'origine complètement à LED. Donc clairement, la machine est tellement massive que je n'oserais pas utiliser ça au quotidien pour faire de l'interfile ou ce genre de choses. Ça me paraît complètement improbable. Surtout qu'on n'en a pas encore parlé, mais un des gros défauts de cette machine, c'est sa consommation. Le propriétaire me disait que en roulant cool, on est entre 10 et 12 litres au 100 et que en tapant dedans, ça devient vraiment ridicule la consommation. Surtout que le réservoir est assez petit. Vu que sur cette moto, le réservoir n'est pas à l'emplacement classique du réservoir, vous voyez qu'il n'y a même pas de trappe. On a le compteur, on a les arrivées d'air. Le réservoir est lui sous la selle, comme sur la première VMAX, et vous y accédez pour faire le plein via une trappe qui est sous la selle. Et ce réservoir fait que 15 litres. Donc à 12 litres au 100, à peu près toutes les 100 bornes, vous refaites le plein, quoi. Allez, je réaccélère. En fait, sur cette moto, faut pas regarder le 0 à 100. Le 0 à 100 n'a aucun intérêt avec cette machine. Là où c'est très impressionnant, c'est quand vous êtes déjà à 100 km/h et que vous accélérez en grand. Vous vous retrouvez à 200, vous n'avez même pas le temps de comprendre, c'est du délire. Après, je rappelle que ce véhicule, c'est un power cruiser. Donc c'est ultra performant, mais à la base, c'est quand même fait pour se balader, pour cruiser. C'est pas une machine de sport. Et de toute façon, si vous avez la chance de la tester, vous en apercevrez instantanément. Son comportement en dynamique n'est absolument pas au niveau de ce qu'on aurait actuellement sur des roadsters sport de la même puissance. Ça n'a rien à voir. Et la façon d'ailleurs dont ce moteur de 1700 cm3 délivre sa puissance n'a elle aussi pas grand chose à voir avec ce que vous auriez sur un roadster sport de 200 chevaux. C'est complètement différent. Même si je la compare avec esthétiquement une moto qui est assez proche, la Ducati Diavel, eh ben, la Diavel est bien plus sport, s'utilise pas du tout de la même façon que celle-ci. Allez, dernier petit rond-point. Finalement, avec le temps, on arrive à gérer cette machine, même à faible vitesse. On comprend ses réactions et on commence à avoir un peu moins peur. Mais sur une découverte comme je fais aujourd'hui, c'est clair que au début ça fait très peur cette machine, ça fait vraiment peur. Donc au niveau dynamique, je pense que vous l'aurez compris, c'est un dragster, il n'y a pas d'autre mot, c'est un dragster homologué route. Maintenant, si on parle de ses aspects pratiques, je pense qu'on va en parler très brièvement parce que globalement il n'y en a pas. Comme je vous l'ai dit, sous la selle, on a le réservoir de carburant et donc il n'y a aucun rangement, il n'y a aucun emplacement. Et le seul emplacement qu'on pourrait considérer comme un rangement, c'est un cache latéral qui se démonte afin d'arriver sur une trousse d'outils qui est fournie avec la moto. C'est absolument le seul endroit où vous pourrez ranger quelque chose. Si vous désirez rouler avec un passager, une fois de plus, la moto n'est pas forcément conçue pour ça. Bien qu'il y ait une selle passager qui a l'air d'être relativement accueillante, la hauteur des repose-pieds passagers fait que à l'arrière vous aurez les genoux très pliés, les jambes très hautes, et si vous n'avez pas de sissi bar, franchement vous allez vraiment perdre la personne de derrière à la première accélération un peu importante. Bon, une caractéristique dont j'ai oublié de parler, cette machine est bien sûr avec une transmission finale par cardan. Un cardan assez joli, comme tout le reste de la machine d'ailleurs. Et ça fait que quand vous accélérez fort, vous avez l'impression que la machine se soulève un peu. Donc finalement, cette moto n'a quasiment pas d'aspect pratique, elle consomme énormément, elle est extrêmement puissante, elle est chère. Donc à qui se destine un monstre pareil? Et c'est là le problème en fait. C'est que c'est une moto qui n'a pas réellement de raison d'être. C'est un délire, c'est un prototype, c'est une machine de dragster homologuée route une fois de plus. Il n'y a pas de raison logique de vouloir ça sur la route. Mais comme on le dit souvent, plus c'est inutile, plus c'est absolument indispensable. Lors de sa commercialisation en France, cette machine était vendue à peu près 20 000 €.
Elle a été vendue chez nous jusqu'en 2016 et de mémoire jusqu'en 2018 sur les autres marchés. Maintenant, un modèle comme celui-ci, même dans les premiers produits, vaut encore dans les 15 000 €. Et si vous voulez un des derniers, bah là vous l'achèterez quasiment le même prix qu'une neuve. Donc c'est une moto qui peut être considérée par certains comme un investissement, parce que clairement c'est une légende cette machine. C'est la version la plus extrême d'une machine de légende qui a marqué son époque avec la 1200. Là cette 1700 c'est la quintessence, c'est l'aboutissement d'un délire ultime. Et clairement les fans de la VMAX 1200 vont très certainement acheter cette 1700 pour compléter leur collection. Donc actuellement je dirais que c'est une machine qui se destine quand même essentiellement à ce public de connaisseurs et de collectionneurs. Il n'y a pas de raison pragmatique ou logique de rouler avec ça, je le redis, c'est un délire absolu. Vu que cette moto est sortie maintenant il y a plus d'une dizaine d'années, on a quelques retours quand même sur la fiabilité et globalement ça a l'air d'être fiable. Mais le souci c'est que l'entretien est assez coûteux parce que la moto est énorme, parce que certaines pièces ne sont que très peu accessibles et donc les coûts d'entretien risquent d'être élevés à peu près aux mêmes proportions que le prix de la machine. À l'époque elle était vendue 20 000 €, ce qui était considéré par quasiment tout le monde comme très cher. Et on voit qu'avec l'évolution des tarifs ces 10 dernières années, maintenant, si elle était vendue encore actuellement à 20 000 €, on la considérerait presque comme pas chère. Donc, je comprends que son tarif reste très élevé d'occasion. Mais il faut savoir que si vous voulez réellement rouler avec cette machine, ça vous coûtera une fortune en pneus, en entretien, en consommation. C'est un délire. Enfin voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur cette VMAX 1700. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Si vous possédez cette machine ou si vous l'avez possédée, donnez-nous votre retour d'expérience parce que vu que c'était une machine assez onéreuse lors de sa commercialisation, elle ne s'est pas aussi bien vendue que sa grande sœur, la 1200. Donnez-nous vos retours d'expérience, ce sera grandement apprécié. Je tiens encore à remercier l'abonné qui s'est déplacé jusqu'ici afin que je puisse tester ce mythe sur roue. Et je rappelle d'ailleurs que l'ensemble des tests sur ma chaîne sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, n'hésitez pas, contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, dans la région de Rouen. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut. Partagez-la sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. Moi, je m'en vais rendre cette bête à son propriétaire. Allez, ve à tous! Ouais, malheureusement, je pourrais jamais m'acheter cette machine parce que je suis trop petit. Lorsque je veux m'arrêter, c'est vraiment trop dangereux. J'avais le même problème sur sa sœur en bicylindre, la MT-01.